On a le plaisir de recevoir, je crois pour la deuxième fois à ce micro, Monsieur Lallemand, qui est patron d'émission d'ailleurs, vous êtes journaliste aussi, vous sévissez dans un autre endroit. On va parler d'un mouvement que vous animez, pour la France, mais pour l'Europe ensuite. Alors, on en parlera. Essayez d'abord d'évoquer l'histoire de ce mouvement. Oui, bien sûr. Alors, l'histoire remonte à 1923, donc ça n'est pas d'hier, c'est un mouvement qui est quasiment centenaire aujourd'hui et qui fait suite à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a été l'épreuve atroce que tout le monde connaît pour l'Europe et pour le monde d'ailleurs, mais essentiellement pour l'Europe, avec des millions de morts, enfin des gens estropiés. Moi-même, mon grand-père maternel a été tué en 1916. Donc toutes les familles ont eu à connaître, hélas, ce drame. Voilà. Donc dans toute l'Europe, vous savez, on a dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Et il se trouve qu'un mouvement pacifiste, on peut l'appeler comme ça, est né dans l'ensemble du continent européen. Alors particulièrement dans l'ex-Autriche-Hongrie qui a été démantelé par les accords et les traités, que ce soit celui de Versailles, que ce soit Trianon, etc. Sèvres, bien sûr. Donc l'Europe centrale a été démantelée. Le traité de Versailles nous a rendu l'Alsace et la Lorraine. Et en tout état de cause, on a essayé de stabiliser la situation. Donc, pour stabiliser la situation, il y a un jeune, il avait à l'époque une trentaine d'années à peine, qui s'appelle Richard de Coudenhove-Kalergi, qui était austro-hongrois au début, et qui ensuite, compte tenu de ce démantèlement, a choisi la nationalité tchèque, ou tchécoslovaque plus exactement. Oui. Et pour moi, qui suis vosgien, la Tchécoslovaquie, c'est Darnay, un petit village des Vosges, et c'est là qu'est née la Tchécoslovaquie. Voilà. Donc, Coudenhove-Kalergi a pensé que la meilleure manière d'éviter la guerre, c'était d'unifier l'Europe. D'unifier l'Europe, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire rassemblant les nations européennes. Il n'était pas question de faire quelque chose de fédéral, enfin pas dans son esprit, et pas tout de suite en tout cas. Et donc est né le mouvement pan-européen, qui, comme son nom l'indique, veut regrouper tous les Européens. Alors, les Européens, quand on regarde, ça va bien entendu de la Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, c'est l'Angleterre, qui veut quitter l'Union européenne, l'Irlande, etc. Mais également, de l'autre côté, ça peut aller jusqu'à l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire le Caucase, les Balkans bien sûr, le Caucase, et ça représente un espace considérable. Alors, Coudenhove-Kalergi a dit nous voulons une Europe indépendante, forte, sociale, fraternelle, solidaire, et de laquelle il excluait l'URSS. Oui, parce qu'il faut à l'époque, je surprends en disant ça, mais en réalité ça se comprend très bien parce que Coudenhove-Kalergi voulait des pays libres. Or à l'époque en URSS, c'était le début de l'URSS, c'était l'époque du léninisme et par conséquent d'une dictature absolument sanglante, sans précédent, donc bien pire que le régime tsariste. Et il avait donc dit, en plus il y avait le risque que la Russie voulant étendre sa révolution, nous on a connu ça aussi, voulant étendre sa révolution, Coudenhove-Kalergi disait la Russie veut conquérir l'Europe et l'Amérique veut l'acheter. Bon, quand on regarde la situation aujourd'hui, la Russie ne songe plus à conquérir l'Europe. Par contre, que l'Europe soit achetée par les États-Unis, ça me paraît, il y a un certain nombre d'exemples. Bon, vous avez bien situé au point de vue historique l'émergence de ce mouvement. Le traumatisme de la guerre et une sorte d'émergence d'une conscience européenne, si je voulais reprendre les termes d'un critique littéraire. Mais je vais vous poser une question peut-être vicieuse, si vous permettez. Je vous écoute. Ce brave personnage qui a changé plusieurs fois de nationalité n'était pas réellement enraciné dans un pays, premièrement. Deuxièmement,
est-ce qu'on ne pourrait pas faire des points de comparaison entre le programme de Wilson et celui proposé par la PAN-Europe? En réalité, non, parce que je pense que Wilson, bien sûr, prenait la liberté, mais Wilson, il voulait tout simplement une Europe qui soit conquise et qui soit tenue par les anglo-saxons. Donc, il ne pouvait pas de ce côté-là s'entendre. Il n'y avait pas de véritable... Encore que, bon, vous savez qu'il a été question de créer une société des nations. Oui. Et la Société des Nations a été créée, effectivement. Elle a un petit peu fonctionné, mais elle a mal fonctionné. Et justement, elle a mal fonctionné parce qu'il y avait des non-européens, donc des Américains, des Sud-Américains, c'était... Je vais continuer mon grain de sel, mon grain de poivre, comme vous voulez. Grain de piment. Oui, les successeurs, les trois fondateurs de l'Europe moderne, oui. Schuman et compagnie. On peut faire la comparaison. Là aussi, Schuman a changé plusieurs fois de nationalité. Oui, alors... Aujourd'hui, il est avéré, on a les documents historiques, qu'il était un agent américain. Oui. Alors, si vous voulez... il faut dire que Koudonov-Kalergi n'a pas été le seul. Dès le départ, il y a eu des rivalités, enfin, il y a eu des rivaux ou d'autres personnes qui avaient une conception plus ou moins semblable de l'Europe. Alors, lui, par contre, c'était un militant. Et un militant... Alors, il faut dire qu'il était franc-maçon. Ça l'a peut-être aidé dans son entreprise. On y reviendra éventuellement. Mais Koudonov-Kalergi a utilisé les élites. Sa stratégie consistait à utiliser les élites et n'a pas essayé de faire du nombre, il n'a pas essayé de faire du chiffre. Il a simplement, par exemple, approché des gens comme Aristide Briand. Oui, après Léger. Bien sûr, avec Alexis Léger, autrement dit Saint John Perse. Comment ? C'est son nom de plume. C'est son nom de plume, hein, Saint John Perse, oui. Très bien. Alors, j'insiste encore de ma critique. Il faut dire que Saint John Perse... Là, comment on pourrait dire? Quel est le point commun entre les fondateurs de la Pan-Europe et de l'Europe politique moderne, Schuman et compagnie? Ce sont plus ou moins des utopistes. Non, alors... Répondez-moi là-dessus. Oui. Non, si vous voulez, Koudonov-Kalergi voulait donc une Europe, comme je le disais tout à l'heure, indépendante des blocs, libérale, je dirais libérale au plan économique et au plan des libertés, mais il voulait une Europe européenne. Oui, mais alors dans ce cas-là, je vais encore insister, était certainement plus proche de Beneš, de certains politiciens de l'époque, Beneš, que du dernier empereur d'Autriche. Oui, c'est un homme d'Europe centrale, là. Il ne faut pas oublier que c'est un homme d'Europe centrale. La Hongrie, c'est l'Europe centrale. Et on voit très bien que... Oui, alors, la Hongrie, vous avez raison de poser la question, parce que la Hongrie est géographiquement en Europe, mais il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est ouro-altaïque de par sa culture, de par sa... Vous savez, un Hongrois me disait un jour une chose assez amusante. Il disait, voilà, du temps des Khan, qui étaient les musulmans, quand le Khan se dirigeait avec ses troupes vers l'ouest, à un moment, ils se sont séparés en trois. Il y en a qui sont allés tout droit, ça donne les Hongrois. Et d'ailleurs, il y a un endroit en Hongrie qui s'appelle Nochkanica, c'est-à-dire le repos du Grand Khan, là où il s'est arrêté parce qu'il fallait bien qu'il se repose. Il y en a qui sont partis vers le nord, ça donnait les Finlandais, et ceux qui sont partis vers le sud, ça donnait les Turcs. Voilà. Donc... Alors ce mouvement pan-européen, à l'époque, est-ce qu'il avait une certaine audience en Hongrie ou en Pologne? Assez peu. Assez peu parce que Koudonov, je ne sais pas, je pense qu'une question de stratégie. Koudonov, qu'est-ce qu'il essayait de travailler? Il essayait de travailler donc Aristide Briand, Alexis Léger, et en Allemagne Stresemann, parce que c'était
la France et l'Allemagne étaient un peu les grands pays, si vous voulez. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. À l'époque, il y avait le problème de la SAR. Ah, alors là, on déborde agréablement parce que là, vous me tendez une perche. Oui, je ne suis pas que caustique. D'abord, si vous voulez, la SAR, la SAR, est-ce qu'elle est allemande, est-ce qu'elle est française? Moi, je me souviens d'une époque où elle était autonome. Pas indépendante, mais autonome. Et je me souviens d'un cousin de ma mère, donc un petit cousin pour moi, qui se trimballait dans une splendide traction avant Citroën, avec derrière la plaque SA, c'est-à-dire le Saarland, ou la SAR, si vous voulez. Donc, à l'époque, la France gérait la SAR. Mais ça n'a pas duré. Comme dédommagement de guerre. Comment? Comme dédommagement de guerre. Oui. Si on peut dire. Non, la SAR était occupée. Hein. La SAR était occupée. Bon, il y a évidemment en SAR le charbon. Ce qui expliquait d'ailleurs un peu l'intérêt qu'avait la SAR pour nous. Autrement, à part le carnaval de Sarrebruck, vous savez, c'est pas... Bon, enfin, je voudrais pas être méchant, je vais être plus méchant en y revenant tout à l'heure. Donc, il y avait effectivement le problème de la SAR. Alors moi, je me souviens, j'avais 12 ans à l'époque, j'étais pas vieux, mais je me souviens de la campagne électorale pour le rattachement, pour la décision des Sarrois de savoir s'ils voulaient être français ou s'ils voulaient être allemands. Ça a été sanglant. C'était épouvantable. D'insultes, ça a été une campagne absolument au ras des caniveaux. Et je me souviens de ça, et finalement, la SAR a choisi l'Allemagne. Donc, il n'y a aucun problème. Et le même petit cousin mon petit cousin, donc le cousin de ma mère, je vais être un petit peu familier, mais il a une fille, Marie-Claude, qui maintenant ne doit pas être loin de 80 ans si elle ne les a pas, qui s'est mariée avec un Allemand. Et qui a eu 2 enfants, 2 garçons. Et ce petit cousin disait, quand ils ont eu le choix entre faire leur service militaire dans l'armée française ou dans l'armée allemande, ils ont choisi l'armée allemande. Et il me disait, avec mépris, pouh, c'est des boches. Donc, voilà. Alors, pour revenir à la Pan-Europe, c'est Briand Stresemann qui a essayé de faire avancer les choses. Et pour revenir à la question que vous disiez, que vous posiez, c'est donc entre l'Union européenne et la Pan-Europe, si vous voulez, l'une veut, et nous voulons, parce que je suis un Pan-Européen, nous voulons une Europe indépendante, puissance, libre, alors que en 1957 et même un peu avant 57, moi j'étais pas vu à l'époque non plus, mais nous avons eu une tentative américaine de prise en main de la France. C'était même avant d'ailleurs. Je me rappelle Lamgotte. Ça c'est peut-être, disons, la face visible de l'histoire. Elle n'est pas visible pour tout le monde, frère Thierry. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais il y a des gens qui s'y laissent prendre. Qu'on soit gaulliste ou non, peu importe les accointances politiques partisanes. Quel était le jugement de De Gaulle sur Schuman et ses prédécesseurs, tous ces épigones d'une Europe pan-européenne? Je citais tout à l'heure Aristide Briand et Stresemann, mais Charles de Gaulle était en contact avec Konev-Kalergi, ils ont beaucoup échangé. Oui, ils étaient à l'opposition. Oh non. Non. De Gaulle voulait une Europe telle que la voulait Konev-Kalergi. Ils étaient sur la même longueur d'onde, ça je peux vous le dire, parce qu'il y a strictement aucun problème. Et quand... alors, c'est plus vieux que ça. La période avant De Gaulle, mais De Gaulle était déjà en forme. Sa formation intellectuelle, morale, était déjà accomplie. Il était beaucoup plus proche de Barès. Qui ça, De Gaulle? De Gaulle. Ah bah oui, bien sûr. Et même de Maurras, du moins. C'est un Maurassien, oui. Oui, du moins. Oui, il a été marqué. Hein. Voilà. N'annexons pas les gens. Ils sont certainement beaucoup plus complexes. Mais il était absolument hostile à Briand, à la SDN. Hostile à la SDN et à Briand.
Bien sûr. Donc je vois pas en quoi... Ah non, mais je n'ai pas dit qu'il était favorable à la SDN. J'ai dit tout à l'heure que la SDN s'était effondrée pour un certain nombre de raisons, d'ailleurs, européennes et non européennes, et parce qu'elle n'a pas joué le rôle qu'on espérait lui faire jouer. Donc, c'est bien pour ça, d'ailleurs, que nous n'avons pas actuellement de SDN, et nous avons l'ONU, bon, dont on pensera ce qu'on voudra, mais nous n'avons plus de SDN parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, la SDN était à Genève, maintenant l'ONU est à New York, bon... Bon, ce mouvement Europe qui s'explique très bien, même s'il est embryonnaire, très petit, ça représente très peu de gens entre les deux guerres. Oui. Ça touche très peu de gens. C'est plutôt des diplomates, des juristes. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que Koudounoff-Kaergi a travaillé avec des élites et des gens de pouvoir. Oui. À tort ou à raison. À tort ou à raison. Non, c'est important. Moi, je vois une continuité avec l'Europe d'aujourd'hui. Bon, il y a continuité dans la mesure où on peut parler d'Europe, mais en réalité, c'est deux Europes complètement différentes. Parce que l'Europe d'aujourd'hui, je m'excuse, je vais peut-être choquer un certain nombre d'auditeurs, d'auditrices et d'auditeurs, mais l'Europe d'aujourd'hui, c'est une Europe américaine. C'est une Europe américaine. D'ailleurs, regardez, Certes, mais dans ce cas-là, je vous dirais, Schuman était un agent américain. Oui, et même on le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, mais à l'époque, personne... bien sûr, c'était secret. On criait, disons, à la calomnie. Un des maîtres de l'Europe d'aujourd'hui est un ancien SS, un grand juriste. Oui. Effectivement. Non, mais effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hallstein, d'ailleurs. Hallstein, le premier président de la Commission européenne, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque la Commission Einstein, si vous vous souvenez, était un ancien capitaine de l'armée nazie. Qui a été arrêté. Un grand juriste. C'était un juriste, oui. Qui a été soi-disant dénazifié. Il a été fait prisonnier en Normandie, et les Américains l'ont retourné, comme ils ont retourné un certain nombre comme von Braun pour l'espace, etc. Bon. Voilà. Mais je pense qu'il y a une grande différence entre l'Europe de Gaulle, qui est une Europe au fond des nations, nationalistes, et l'Europe de la pan-Europe. On voit très bien, comme on va dire, et je ne porte pas de jugement de valeur, je donne des faits, l'influence maçonnique. Une influence maçonnique. Écoutez, donc Koudounoff-Kaergi était franc-maçon, mais il était franc-maçon à la manière autrichienne. Il faut pas voir la franc-maçonnerie telle qu'on la voit en France, avec les différentes obédiences qui sont d'ailleurs anticatholiques, etc. Pas toutes, mais beaucoup. Et la franc-maçonnerie à l'autrichienne ou à l'allemande, d'il y a 50 ans maintenant ou 60 ans maintenant, c'était pas du tout la même chose. Mais ce qui est amusant, c'est eux qui ont contribué, pas d'une manière directe, à l'effondrement de l'Autriche-Hongrie. On pourrait dire que l'Autriche-Hongrie est un État supranational où il intégrait différents peuples sous un même sceptre, ou des fois de couronne. Oui. Or, quel était le grand adversaire de l'Autriche-Hongrie? C'était Wilson. Oui, alors, c'est un problème extrêmement compliqué que vous soulevez là, d'ailleurs, qui a encore, je dirais, des répercussions aujourd'hui, parce que vous savez que le prince héritier autrichien a été assassiné par un Serbe. Enfin, c'était d'ailleurs un homme de Bosnie, il n'était pas de Serbie, mais il était serbe, c'était un Serbe de Bosnie. La main noire. L'héritier du trône d'Autriche, c'est-à-dire Karl de Habsbourg, je l'ai entendu dire, je ne peux pas voir les Serbes, c'est eux qui ont assassiné mon grand-oncle. Donc vous voyez, il y a encore des choses. Alors, il y a une chose à propos des Habsbourg qui est amusante. Nous disions que Koudounoff-Kaergi était franc-maçon, mais Otto de Habsbourg, qui a pris la succession, passait pour être à l'Opus Dei. Donc, vous voyez... À la limite, il était très proche de la pan-Europe
Qui est Otto de Habsbourg, je pense bien, puisqu'il en a été le président de la Pan-Europe internationale. Alors, pendant 30 ans. Européen, il s'est opposé assez violemment, du moins dans les couloirs, à certains vieux gaullistes, du moins à l'époque, ou à certains députés qui pouvaient être siégés sur oui, c'est-à-dire que Otto de Habsbourg, c'était Otto de Habsbourg. Oui. Hein, voilà. Donc, il était quand même l'héritier du trône d'Autriche. C'est quelqu'un à qui il fallait pas marcher sur les pieds, qui que ce soit. Hein. Notamment, je me souviens au Parlement européen, Schulz, l'homme du SPD, hein, il est ta gueule, Schulz. Hein, pour un empereur virtuel, ça fait, c'est quand même un peu brutal. Hein. Voilà. Donc, pour les Habsbourg, si vous voulez, le problème que vous soulevez, c'est un des problèmes que j'ai moi, et on va y venir, c'est que la Pan-Europe est actuellement divisée. Au plan international. À un point tel, si vous voulez, que moi je m'entends mal avec le président de la Pan-Europe internationale, qui est un Français, dont le père est un grand ministre, notamment des affaires africaines et des affaires orientales. Je pense à Louis Ternoir, qui était ministre du général de Gaulle, et son fils est actuellement donc le président pour encore quelques mois, puisque le mandat de l'actuel bureau arrive à échéance en janvier 2020. Leur projet à l'heure actuelle, c'est une Europe supranationale. Écoutez, je vais être méchant, frère Thierry, je vais dire que leur Europe, moi je commence à m'interroger. Oui. Je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Oui. Alors, un point... On est parfaitement d'accord. Je dirais soit une Europe supranationale, ou pour prendre le mot d'un certains magistrats, une souveraineté partagée. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes dans l'actualité, là. Oui, alors, nous sommes plus que dans l'actualité. J'en ai parlé hier, d'ailleurs, sur une autre radio, et notamment d'une Sarroise, je reviens à la Sarre, qui s'appelle Madame Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, comme l'appellent les Allemands, et qui est une femme qui m'agace prodigieusement parce qu'elle voudrait justement partager, c'est-à-dire germaniser ce qui ne l'est pas, notamment vis-à-vis de la France. C'est elle qui a répondu vertement à Macron, quand Macron s'est adressé à tous les pays européens. Hein, et alors, plusieurs choses. Alors, c'est une Sarroise qui n'aime pas les Français, elle les déteste certainement, d'autant plus qu'elle est née à un jet de pierre de la France, elle est de Völklingen en Sarre, qui est juste une ville à la frontière, presque à la frontière, et donc, manifestement, elle ne nous aime pas, ça lui passera, c'est pas grave, et c'est une femme donc qui veut à la fois nous enlever le siège du Parlement européen à Strasbourg, pour le mettre à Bruxelles, sans doute sous la coupe de l'OTAN, comme ça sera... Il paraît qu'il faut dire l'OTAN, pour pas prononcer l'anglo-saxonne, donc peu importe. Et donc il y a ça. Il y a le fait qu'elle veut qu'on partage le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle oublie simplement, cette Péronnelle, que si on a un siège au Conseil de sécurité, c'est parce qu'on a été victorieux par rapport à son pays. Alors on dira les Allemands, oui c'était les nazis, c'est pas des Allemands. Moi je m'excuse, mais pour moi les nazis sont les Allemands. Hein, bon, enfin les Allemands étaient nazis, s'ils l'étaient pas tous, ils l'étaient en grande partie. Faut pas oublier qu'Hitler a accédé au pouvoir de manière démocratique. Et voilà. Donc il y a ça. Et maintenant alors, cerise sur le gâteau, si je m'exprimais ainsi, elle voudrait qu'on fasse le porte-avions nucléaire que veut faire la France, qu'on l'européanise, c'est-à-dire qu'on le germanise, pour parler clair. Oui, mais en quoi ce projet, disons, d'une armée européenne est en contradiction avec les intuitions ou les idées de départ de la Pan-Europe? Mais nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Moi, je pense... Alors, vous posez un problème parce que là où nous en sommes actuellement, si vous voulez, on n'a pas achevé la Pan-Europe. Il y a des problèmes énormes qui se posent. La Pan-Europe, c'est 47 pays. Oui, alors je vais vous dire une chose. Cette Pan-Europe est le fruit de quoi?
du traumatisme de la guerre. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas que l'Europe au XVIIIe siècle avait une consistance, une existence culturelle et politique plus grande qu'après? Il y a eu plusieurs époques très européennes, c'est sûr. Nous, on est de notre époque, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais il y a eu plusieurs époques européennes. On peut penser à Metternich. Je vais enfoncer le couteau dans la plaie. Est-ce que la pan-Europe n'a pas servi de prétexte pour dénationaliser les patries européennes? Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas. L'Union européenne à laquelle vous faites allusion, elle est née avec l'AMGOT pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec un certain nombre de mouvements qui étaient à l'époque anticommunistes. Il faut quand même Moi, j'ai connu ça. J'étais jeune militaire à l'époque, jeune officier, et on craignait bien entendu que les Soviétiques déboulent. Voilà. Donc l'Europe, les Américains ont fait une Europe anti-russe, enfin anti-soviétique à l'époque. Et aujourd'hui, les choses ont changé. L'Union soviétique n'existe plus. Là encore, je pense que l'historien n'a pas dit son dernier mot. Quand on regarde la fin de la guerre, je suis en train de travailler, vous voyez, sur la bataille de Stalingrad. Non pas vue par les Européens, mais par les Russes. Oui. Quand on regarde, par exemple, les différents théâtres d'opération dans les pays de l'Est, mais bien souvent, les partis communistes n'étaient pas à la botte des Russes. Et bien souvent, ce sont les anglo-saxons qui ont aidé ces différents mouvements de manière surprenante. Je pense qu'une puissance a besoin de se créer un adversaire. Je n'ai aucune sympathie pour le bloc communiste. Oui. Les Américains sont très forts pour ça. Oui, mais les Russes ont fait pareil. C'est à se demander, vous voyez, si on n'est pas dupe de grands mythes. Parce que si vous regardez par exemple l'association Saint-Benoît pour l'Europe, dont a été parrainée par Otto de Wesel, dont le siège était à l'abbaye de Foncombe. Saint-Benoît, patron de l'Europe. Ils avaient un petit bulletin, c'était un colonel, Pélabeuf qui le rédigeait à une époque. Il est mort maintenant. Vous voyez cette petite revue? Non. Non, je ne connais pas. Mais vous connaissez l'association Saint-Benoît, patron de l'Europe? Oui, bien sûr. Patronné par Otto de Habsbourg. Mais vous regardez leurs publications, on était très loin des idées de la pan-Europe. À la limite, un gaulliste, un nationaliste pouvait se retrouver là-dedans. Oui. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce un double langage? Est-ce... Pas de notre part, je peux d'ores et déjà vous répondre. Mais je parle de ces mouvements-là. C'est-à-dire... Parce qu'aujourd'hui, concrètement, la pan-Europe est très divisée. Ça, c'est une excellente question. Alors, je vais essayer de vous répondre au mieux. Elle est tellement divisée que nous avons créé avec quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Nicolas Stocker, d'ailleurs, et 2 ou 3 autres personnes, 2 associations, dont je suis d'ailleurs heureux de faire part. Il y en a une qui maintenant a atteint la personnalité juridique, qui s'appelle Pan-Européen en Action. Pourquoi? Parce que l'Union Pan-Européenne Internationale est inactive. Elle est inactive. Donc il faut relancer, si vous voulez, il y a 2 aspects. Il y a d'abord un aspect général, il faut relancer l'action pan-européenne. Et deuxièmement, l'Union Pan-Européenne Internationale est dans un état extrêmement critique, à mon avis, pourrait disparaître à échéance de 6 mois. Il faut donc que nous ayons une structure pour reprendre le flambeau. Est-ce que c'est uniquement une question d'hommes ou de choix stratégiques? C'est un choix tactique dans un premier temps. Tactique, pas stratégique, mais tactique, parce que nous risquons de nous trouver, et le risque existe, devant une disparition du mouvement pan-européen tel qu'actuellement il a été structuré. Donc il faut mettre en place une structure de recueil pour pouvoir faire redémarrer, récupérer l'héritage de Koudonov-Kaergi et faire redémarrer. Est-ce que vous pouvez comprendre que certains amoureux de leur patrie respective peuvent être assez réticents vis-à-vis de ce personnage historique?
Oui, bien sûr. En dehors du fait qu'il était membre de la gratouille, comme dirait le regretté François Mitterrand. Enfin, En dehors de ça. oui, non, mais moi je n'en suis pas, je pense que Nicolas n'en est pas non Oui, plus. oui, bien sûr. Donc, mais si vous voulez, alors une petite anecdote assez amusante, c'est que quand même, moi je ne suis pas maçon, donc je le dis, je le répète, et je prie tout le monde de me croire. Mais il se trouve que j'ai un grand ami dans ma vie, peut-être un de mes meilleurs amis, qui était Michel Barouin. Et Michel Barouin, le père de l'actuel sénateur. Oui. Hein, Mais qui est entré peut-être en maçonnerie pour des raisons professionnelles. Personne ne le saura jamais. Alors, Michel Barouin était un grand ami, et d'ailleurs qui m'a dit un jour, tu sais, tu devrais rentrer au Grand Orient, au Géo, comme il dit. Au Géo, je te ferai rentrer par la grande porte, on fait des choses intéressantes. Ce qui au passage m'a fait remarquer qu'on peut rentrer en maçonnerie par le bas, mais aussi par la grande porte. Hein. Alors il y avait une anecdote assez amusante, c'est que quand j'allais le voir, il était à l'époque rue de Prony, il était président de la GMF, la garantie mutuelle des fonctionnaires, et quand j'allais le voir, il y avait toujours dans la salle d'attente 5 ou 6 personnes qui étaient là, qui venaient certainement le voir pour réclamer un prébende, une faveur, un coup de pouce ou je sais pas quoi. Et alors, quand il ouvrait la porte et qu'il me voyait, il disait « Ah, viens !» Il me faisait passer avant tout le monde. Et je voyais tous les francs-maçons qui étaient là, qui me regardaient en disant « Qui c'est ce type-là ?» pour qu'il passe devant tout le monde. Alors ça, c'est le... Bon. Alors, quel est l'objectif aujourd'hui de la Pan-Europe? Alors, l'objectif de la Pan-Europe, eh ben, il n'a pas changé, c'est-à-dire de faire une Europe solidaire d'abord. Pan-Europe, ça veut dire tous les Européens, comme on le disait tout à l'heure. Ça veut dire rassemblant tous les pays. Et il y en a 47 quand même, avec, je dirais, 2 correspondants majeurs, qui sont le Conseil de l'Europe. Je dis bien le Conseil de l'Europe, je dis pas l'Union européenne, je dis pas le Parlement. Le Conseil de l'Europe, qui est à Strasbourg et qui n'a pas l'intention, à ma connaissance, d'en partir, qui a la Cour européenne des droits de l'homme, qui va peut-être permettre aux identitaires quand même de s'en sortir, avec l'affaire qu'il y a à l'époque. Deuxièmement... Mais ça, la Cour européenne des droits de l'homme peut donner des avis complètement contradictoires. Hein? Quel est le tribunal qui ne donne pas des avis contradictoires? Ça dépend du magistrat, ça dépend de l'humeur du jour, ça dépend... Pas uniquement, il y a une jurisprudence, il y a une philosophie juridique. Regardez, la France a été condamnée parce que la marine a arraisonné un bateau de pirates. Et théoriquement, on doit déférer le coupable, le suspect, très rapidement devant un juge d'instruction. Le délai était dépassé, en mer, on ne va pas très vite. Eh bien, la France est condamnée à une amende. Donc il faut se méfier, vous voyez, de la juridiction européenne. Oui, bien sûr, mais vous savez, donc, ça c'est la justice. Dans ce cas-là, de toutes les juridictions, alors. Oui. Parce alors, moi, je vais vous dire, il y a ce problème à tous les niveaux. Je vais vous dire que j'ai été l'objet d'une plainte de mon député qui considérait que j'avais porté offense à personnalité détentrice de la légalité publique. Enfin, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs d'un député, absolument pas. Hein, bon, mais enfin, il y a eu une enquête préliminaire. L'enquête préliminaire a duré plus de 3 mois. Et par conséquent, mon avocat m'a dit c'est bon, c'est terminé. Donc j'en ai bénéficié. Bon, on arrive malheureusement à la fin de l'émission. Oui. J'aimerais bien que vous... Je reviendrai. Mais bien sûr. Quels sont les objectifs concrets aujourd'hui de la Pan-Europe? Alors, pourquoi ils se distinguent, par exemple, des mouvements populistes ou identitaires? Oui, alors, moi je n'ai rien contre les identitaires, je les connais bien, je les ai invités, ce sont des garçons très bien, propres sur eux, très corrects, voilà. Est-ce qu'il y a une compatibilité de vision politique? Je pense. Oui, je pense, parce que tout le monde est bien d'accord que l'Europe ne survivra que si jamais elle s'unit. Il n'y a pas de solution. Alors, il y a plusieurs manières de s'unir. Et vous posez là un problème, et je reviendrai pour en débattre si vous voulez, c'est quelle gouvernance donner à l'Europe, à la Pan-Europe. Problème, comment? Alors, la question de la défense européenne, bien sûr, mais il y a d'autres choses. Vous savez, c'est la pyramide de Maslow.
Ah oui. Hein, donc, il faut déjà qu'on comble les étages inférieurs avant de penser aux étages supérieurs. Ou alors, on peut inverser, frère Thierry, ça va certainement vous faire plaisir. On peut prendre le sommet de la pyramide et partir des besoins culturels, cultuels, etc. des gens, et descendre au contraire. Parce que si on part par la religion, tout en découle. Tout en découle. La question de la fin. Oui. Est-ce que vous pensez que la Grande Armée était une armée européenne? Si la Grande Armée serait une armée européenne? Non, était. Était. Ah. Ah ben je suis chez les Corses, alors je vais quand même pas critiquer Napoléon. Non, je vais vous dire, Napoléon, à mon avis... Non, mais là c'est une question. Parce Oui. que il n'y avait pas que des Français. Oui, bien sûr. Lanciers étaient polonais et j'en passe. Il y avait même des Alsaciens, et Napoléon disait laissez-les parler allemand pourvu qu'ils sabrent français. Voilà. Donc, ouais. Pour le mot de la fin, si on veut connaître votre mouvement, est-ce que vous avez un site internet? On en a mis en place. On en a Alors, mis en place, mais... indiquez-le, comme ça nos auditeurs pourront... Eh ben, c'est tout simplement pas d'Europe, pas d'Europe France. Hein, voilà. Voilà. Très bien. Alors, à très bientôt. À très bientôt, volontiers. Continuer notre débat sans complaisance. Merci.